Mascarade d'abord dans un premier temps parce que en prélude à cette audience, il y a des Camerounais qui ont été interpellés. Or, en tant qu'avocats, nous pensons que le principe de la publicité des audiences est un principe sacro-saint en droit parce que c'est ça qui permet aux citoyens de se rendre compte qu'effectivement, ils peuvent faire confiance à la justice. Mascarade également au regard des décisions qui ressortent de là, du 2 poids 2 mesures. On nous a parlé d'une pluralité d'investiture et des partis politiques qui se retrouvent au même niveau. Et vous savez, ce qui symbolise la justice, c'est la balance. Donc on devrait, en tant que juge, à un moment donné, faire l'effort d'équilibrer cette balance et de ne pas faire du 2 poids 2 mesures. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant quand vous avez un match de football où l'arbitre porte les équipements d'une équipe. Qu'est-ce que vous vous attendez? On ne peut qu'avoir une finale ou bien un résultat du match en faveur de celui qui nomme les arbitres. Alors, à la suite de ce contentieux préélectoral, à l'ouverture même de ce contentieux préélectoral, il y a eu des manifestations à l'entrée du palais des congrès de Yaoundé, manifestations qui ont conduit à l'interpellation de plusieurs Camerounais, même si certains les identifient comme étant les militants d'un parti politique. Toujours est-il que ce sont des Camerounais. Selon l'arrêté du préfet, ils sont accusés de troubles à l'ordre public, de rébellion, d'incitation à la révolte. Est-ce que, à partir d'une simple marche ou de simples manifestations, on peut produire ou sortir de tels motifs? Je ne crois pas parce que le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités et notre constitution garantit un certain nombre de droits aux citoyens camerounais. Marcher, participer à la vie politique de son pays, exprimer son mécontentement par rapport à un acte du pouvoir et des pouvoirs publics, c'est un droit sacré du citoyen. On ne devrait pas interpeller ou bien arrêter un citoyen camerounais qui puisse le mettre en garde à vue administrative parce qu'il a exprimé son droit fondamental. D'ailleurs, il faut retourner un peu dans le passé pour voir que ce préfet qui est l'auteur principal de ces gardes à vue, il y a de cela pratiquement un an, je crois que c'était le 18 juillet 2024, et qui a sorti un autre arrêté et qui tentait d'interdire de séjour d'un certain nombre de personnes dans le département du Foundi. Nous avons bien sûr épilogué là-dessus. Et d'ailleurs, en son temps, Monsieur René Sadi, ministre de la Communication, a fait une sortie que j'ai appréciée parce que lui, en son temps, il a fait comprendre aux Camerounais que la démocratie, les libertés ont été acquises au fruit d'un très grand combat. Maintenant, après des décennies d'expérience, des décennies de mise en pratique, on ne devrait pas reculer et que chaque Camerounais a le droit de participer à la vie politique du pays, a également le droit de donner son avis relativement à la chose publique du pays. Donc, on ne devrait pas se sentir frustré, on ne devrait pas interdire à un Camerounais de marcher, d'exprimer son mécontentement par rapport à une situation qui regarde le pays. Donc, c'est des situations, je me dis, que les Ninjon Fundi, les Oumniobe et autres vont retourner plusieurs fois dans leur tombe parce que si aujourd'hui, après tant d'années, on doit arrêter des Camerounais pour une simple marche, on devrait se poser la question de savoir si on n'est pas en dictature. Parce que s'il faut attendre les résultats d'une élection sans regarder à la télévision pendant toute une nuit, parce qu'on connaît déjà les résultats, je crois qu'on est en dictature. Si dans un public, l'opinion publique doit s'exprimer en privé, on doit être dans une dictature. Donc il faut que ça cesse. Il faut que les gens comprennent que la chose publique, la res publica, c'est la chose de tous les Camerounais et nous avons le droit d'y participer. Docteur Jean-Mérimée Tamac, à la veille de l'ouverture du contentieux préélectoral, il y avait déjà eu une communication du préfet Djoufondi qui interdisait aux uns et aux autres d'aller du côté du palais des congrès de Yaoundé pour tenter de
de distraire ou alors de créer, de s'aimer de la zizanie de ce côté-là. Mais des Camerounais ont balayé ce communiqué ou cette interpellation du préfet Dioufoundi, se sont retrouvés de ce côté, ont marché, ont manifesté, certains ont été interpellés. À la suite, on a eu le communiqué du ministre de l'administration territoriale qui parle de défiance à l'égard de l'État et des institutions. Est-ce qu'on doit mettre ce qu'on a enregistré entre lundi et mercredi sur le coup d'une défiance, ou alors c'était de simples manifestations d'un mécontentement du moment, de l'instant? Ben, je pense qu'il faut mettre ça davantage sur le coup de la sociologie du comportement électoral. Parce que la sociologie étudie l'acteur dans son environnement. Et ici, il s'agit de prendre en compte le contexte, qui est un contexte électoral et donc qui est un contexte particulier. Et dans un environnement comme celui-ci, plusieurs facteurs participent à expliquer ou comprendre le comportement des citoyens. Ces facteurs peuvent être les déterminants sociologiques de premier ordre. Par exemple, le facteur frustration, le facteur étiquetage social, le facteur appartenance à un groupe en termes de corporation, le facteur déterminant sociologique âge, parce que lorsqu'on essaie d'analyser les tranches d'âge des populations concernées, on se rend quand même compte que c'est une génération qui estime que de plus en plus elle doit avoir son mot à dire. Peut-être l'approche peut être questionnable, mais c'est un comportement en situation électorale qui peut avoir des grilles de lecture. La réponse de l'institutionnel qui consiste à utiliser des formes de répression, parce que la répression n'est pas seulement physique, la répression peut aussi être sur le plan de l'imagerie, en termes d'envoyer des signaux qu'on appelle la violence symbolique. La violence symbolique consiste justement à sortir, par exemple, des notes administratives qui ont de manière subliminale une visée qui n'est pas toujours affichée, mais qui consiste parfois à revoir les comportements des uns et des autres, que ce soit dans le sens de l'intimidation, que ce soit dans le sens de vous dire que halte, avec ceci, voilà ce qu'on va faire, et on vous envoie déjà des signaux d'alerte. Donc je pense que le fait de réagir ainsi, aussi bien pour les jeunes concernés, c'est un comportement qui n'est pas normal, parce que nous sommes dans un État qui se veut républicain, et quand un État se veut républicain, il y a la nomenclature à suivre. La première nomenclature, c'est la question de la citoyenneté. Mais maintenant, lorsqu'on sort de l'approche normative et qu'on essaie d'analyser ça sur le prisme des outils comme la sociologie, on peut dire que c'est un comportement qui est explicable du fait que ces derniers estiment être bafoués, ces derniers estiment que c'est leur seule voie peut-être de recours de se faire entendre et de crier peut-être à l'injustice sociale. Mais l'approche de l'administration est contestée à la suite de la publication de l'arrêté du préfet qui annonçait l'interpellation de 29 personnes. Il y a eu beaucoup de contestations. Est-ce que l'approche de l'administration est adaptée au contexte? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure en vous disant que l'administration qui est considérée comme producteur de violence et ceux qui sont en face comme consommateurs de violence ne peuvent pas avoir la même grille de lecture. L'administration va estimer que elle est dans une approche normative, à la limite légitime et légale. Tandis que ceux qui sont en face, qui, de par des outils qu'ils ont, estiment que c'est leur seul moyen de pouvoir s'exprimer, tant est qu'ils n'ont pas connu des exaspérations. Exemple, ils n'ont pas fait de casse, ils n'ont pas entraîné une sorte de désordre social, encore moins désordre collectif. Mais ils ont affronté les forces de maintien de l'ordre. Ils n'ont pas affronté, ils ont riposté. Parce que lorsque vous regardez ce qui s'est passé, on était en train de les déguerpir. Une partie ne voulait pas partir et l'autre présentait des résistances. Mais à aucun moment, vous n'avez vu ces populations avec une arme, soit-elle blanche ou pas. Donc je dis, dans la sociologie du comportement électoral, l'enjeu majeur consiste à encadrer les populations. C'est pourquoi on parle d'ailleurs des forces de l'ordre, parce que le premier outil des forces de l'ordre, c'est l'encadrement. Et on peut encadrer sans recourir à la violence. Alex Ngepi, parmi ces Camerounais, il y avait des civils, il y avait plus ou moins des partisans et sympathisants de partis politiques, même si
on les identifie comme étant des militants d'un parti politique précis. Est-ce que vous voyez en la démarche de l'administration visant à interpeller toute personne qui voudrait manifester son mécontentement une tentative de museler les Camerounais? Oui, c'est une tentative de museler les Camerounais, c'est pas nouveau. J'ai toujours dit, et nous avons toujours dit au SDF, on n'invente pas le fil à couper le beurre au Cameroun. Mais on parle de Camerounais qui sont à l'origine d'un trouble à l'ordre public. Je dis, on n'invente pas le fil à couper le beurre au Cameroun. Depuis, avant les indépendances, on va pas réécrire l'histoire, mais refaire l'histoire avec l'UPC, ce que l'UPC a subi. Il faudrait dire que l'UPC a énormément subi. On va parler des années 90, où lors de la création du SDF, nous avons eu des Camerounais, nos compatriotes sont décédés pour que SDF puisse voir le jour et qu'ils ont été piétinés. Ils ont été tués à bout portant, qu'on a dit qu'ils ont été piétinés. Donc, on ne va pas parler de 2004, on va pas parler de 2008, où les Camerounais sont morts, l'émeute de la faim. On ne parlera pas de 2018, hein, où les gens ont été arbitrairement arrêtés. On ne parlera pas de 2022, où il y a encore des Camerounais qui croupissent en prison 7 ans. Je ne vais pas de Bibou Nissak et autres pour avoir juste manifesté leur volonté à s'exprimer. On ne parlera même pas de ce 5 août, où d'autres ont été de manière illégale et arbitraire arrêtés. Donc, toutes ces choses-là entrent dans ce que nous appelons généralement la fabrication du régime. C'est-à-dire le régime, c'est qu'il n'a pas la légitimité nécessaire pour se maintenir au pouvoir. Alors, ils utilisent la légalité. La légalité se base sur les institutions. C'est-à-dire, ils ont calqué les institutions qui répondent à leurs exigences. Alors, ils utilisent ça pour massacrer les populations, pour empêcher les populations de s'exprimer. Quand on parle de répression, n'oublions pas la presse. Je vous dis qu'il y a une de vos consoeurs qui a été arrêtée au cours de cette marche, alors qu'elle ne faisait que couvrir cet événement-là. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Elle a été interpellée parce qu'on l'a identifiée comme étant une militante du MRC. Ce qui est une... c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà, on a un régime qui essaie de tout faire pour se maintenir au pouvoir, qui sait que son heure est arrivée, qui doit libérer au plancher. Donc, ils font tout, mais il faut dire aux Camerounais que nous, déjà au SDF, nous avons subi cela. Parce que j'ai souvent un petit problème. Hein. On fait souvent comme si les répressions sont nées d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Je ne vais pas vous parler de John Foundé qui a été mis en résidence surveillée. Je ne vais pas vous parler de John Foundé qui a été encastré à Bamenda. Je ne vais pas vous parler de nos dizaines, de centaines de militants et sympathisants qui ont dû s'exiler, d'autres qui ont perdu leur bien, leur travail, parce qu'ils menaient cette lutte démocratique. Et que c'est grâce à tout cela que nous avons aujourd'hui. On a eu Onel 1, Onel 2 et les Cam qui est là aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait. Donc, on évente pour le fil à couper le beurre. Nous disons, généralement SDF, que lorsqu'on pose un acte politique, il faudrait qu'on s'attende aux conséquences. Ce régime-là, si tout de suite Alex Guépi se lève ici et il se met à route, il dit, Pobia Mosgo, il prend un pancarte, en 5 minutes, je serai en secret. Mais si les microbes passent sur cette rue, ils vont opérer pendant 1 heure de temps, personne ne va réagir. Donc ce régime-là a mis la force légitime de l'État à son service, pas pour protéger la population, mais pour se maintenir au pouvoir. Et les militants et sympathisants de ce parti politique-là payent les pots cassés. Je ne vous parlerai pas de Issa Chourouma, qui c'était le 31 août. Il a été empêché de prendre un vol à l'aéroport de Simalé. Oui, de prendre un vol. Hein. Je ne vais pas vous parler de notre siège du SDF, qui a été au niveau de Yaoundé, du SDF, qui a été saccagé, cassé, à moins d'1 mois avant la constitution du corps électoral. Tout ça sont des mesures, des méthodes d'intimidation que le pouvoir utilise pour empêcher aux personnes qui veulent un véritable changement de s'exprimer. Donc, ce n'est pas nouveau pour le Roland Tapi, des Camerounais sont en détention administrative de 15 jours renouvelables. Évidemment, selon le préfet du département du Foundi, Alex Guépi a brièvement évoqué le cas de ces marches blanches enregistrées en 2020. Encore des Camerounais qui sont interpellés pour des marches, pour des manifestations. Finalement, tant les Camerounais que l'administration, personne n'a retenu les leçons de 2020? Demandons plutôt si l'administration a retenu les leçons et si elle est même prête à retenir une quelconque leçon. De toute façon, il faudrait situer tout ce qui est en train de se passer dans la logique de l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, tenez-vous bien, l'administration conçoit les relations avec les populations comme des relations conflictuelles.
pas autre chose. Des relations de commandement, les relations qui leur permettent de sévir, d'exercice d'une autorité. C'est comme ça que cela est conçu depuis la colonisation. Les administrateurs coloniaux qui étaient là, d'abord, considéraient les populations trouvées localement comme des indigènes, de moins que hommes, puisque c'était même une suite logique de l'esclavage. Au moment de l'esclavage, les Noirs étaient considérés comme des objets qu'on peut vendre et revendre comme on veut. Après, avec les différentes luttes et traités, on a continué à leur donner un peu de droit avec le code noir qui a codifié un peu comment on devrait traiter les esclaves. Ensuite, on est arrivé à la colonisation pendant laquelle ceux qui venaient en Afrique se comportaient effectivement comme des maîtres à penser. Bref, les populations trouvées localement étaient moins que des animaux qu'il fallait dresser à tout prix avec le bâton et le fusil. Et à la limite, s'ils étaient encore trop têtus, il fallait les tuer une fois pour quitter de là. C'est pour ça qu'il y a des chefs traditionnels qui ont été pendus, qu'il y a des leaders qui ont été exécutés et ainsi de suite. Tout simplement parce que, au départ, l'administration qui arrive avec la colonie et autres tient à ce que ce qu'elle dit ne doit pas être discuté. C'est une logique de commandement. Malheureusement, aujourd'hui, 60 ans et plus après l'indépendance, les subsides de cette colonisation sont encore plus fortes. À un moment donné, on avait pensé qu'il peut avoir un minimum ou bien un changement avec la modernisation, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de management et tout. Mais jusqu'ici, malheureusement, c'est ça. C'est justement parce qu'il y a cette conception conflictuelle avec les populations que l'administration continue à penser en premier ressort à réprimer. C'est-à-dire que le premier instinct, quand ils ont idée que les populations peuvent manifester, c'est comment les réprimer. Du coup, on met la force de l'ordre. On ne pense pas un seul instant à comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent manifester. Encore que les manifestations sont prévues par les textes de notre République. Et il est tout simplement demandé que les forces de l'ordre soient là pour encadrer les manifestations. On fait toujours comme si manifester dans la rue était quelque chose d'interdit. Non, c'est même un droit parmi les droits fondamentaux de l'être humain, la manifestation publique. Mais si une manifestation n'est pas encadrée, ou si une manifestation se produit dans un contexte comme celui-ci, est-ce qu'elle ne peut pas conduire à quelque chose de plus grave qu'une simple manifestation? Est-ce que le contexte ne justifie pas aussi ces réactions enregistrées du côté de l'administration? Je dois dire que ce qu'on appelle grave n'est qu'une expression, ou plutôt des situations créées par cette même administration. Des personnes qui sont en train de marcher librement dans la rue, il n'y a rien de grave jusque-là. Ça commence à s'aggraver quand il y a la police qui vient et commence à charger sur eux. Notez bien que c'est la police, généralement les forces de l'ordre dans l'ensemble, qui commencent à charger sur ces populations, qui dans la plupart des cas, ont les mains nues. Deux, n'ont en réalité aucune intention de casser quoi que ce soit parce que c'est pas leur but. Dans le cas d'espèce, ceux-ci voulaient quoi? Ils veulent tout simplement aller assister aux audiences qui sont publiques et je vais dire quoi? Ce droit d'assister n'est pas négociable, comme disait Maître tout à l'heure, c'est quelque chose qui est acté. La justice qui est rendue au nom du peuple camerounais, en vertu de quoi on doit interdire ce peuple camerounais d'être là où on est en train de débattre des sujets qui vont aboutir à rendre cette justice. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas faire débat. Et justement, ils sont seulement en train d'aller, ils disent qu'ils vont aller au Conseil constitutionnel pour voir ce qui est en train de se passer. Jusque-là, qu'est-ce qui est grave dans leur intention? Rien. Qu'est-ce qui est grave dans la manifestation, même dans leur sortie en train de marcher? Et ils n'étaient pas en train de marcher avec des pancartes. En fait, ce n'était pas une manifestation. C'était juste des gens qui avaient la volonté d'aller au Conseil constitutionnel pour voir ce qui est en train de se passer. Mais bon sang, si vous estimez que vous ne pouvez pas, pour une raison qui est vôtre, laisser les gens aller à ces audiences, parce que vous savez ce que vous êtes en train de trafiquer là-bas, prenez des mesures au moins, bloquez qu'ils n'avancent pas, mais n'interpellez pas pour maintenant les mettre en prison tout simplement en trouvant des prétextes, parce que là aussi les prétextes ne manquent jamais.
On est même arrivé dans ce pays à trouver qu'il y a eu à interpeller des gens. Pourquoi? Pour attroupement seul. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout dans le prétexte et interpeller les gens. Donc, c'est pas, j'allais dire c'est pas sérieux, mais c'est pas le bon mot. Je sais pas pourquoi est-ce que l'administration continue à fonctionner comme ça. Je sais pas pourquoi est-ce que la logique qui est derrière, ce n'est pas de considérer comment l'être humain est en train de fonctionner dans la société et l'aider plutôt. Si vous voulez pas que je vienne fermer la porte, empêcher que je n'entre, mais ne m'arrêtez pas parce que j'ai voulu entrer. Ça ressort de quoi cette fois-là? S'il n'y a pas eu de casse à Yaoundé, il y a eu des casses dans les représentations diplomatiques du Cameroun, Dr Jean-Méribé Tamac, notamment à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, où des Camerounais ont saccagé l'ambassade, s'attaquer à une représentation diplomatique. C'est pour passer quel message? Dire qu'on n'est plus camerounais, qu'on ne reconnaît plus les institutions, notons que ce sont des cas qui ont été enregistrés à la suite du verdict du Conseil constitutionnel qui rejetait le recours de Maurice Kamto, candidat du Manidem. Ben, il faut dire que les deux situations ne sont pas les mêmes d'entrée de jeu. Ce qu'on a vu à Yaoundé n'a rien à voir avec ce qu'on a vu du côté de l'Europe. Dans la mesure où à Yaoundé, on a vu des gens qui étaient comme des spectateurs, qui sont venus assister. Et lorsqu'ils viennent assister, je pense quand même qu'ils sont libres de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer en chantant, ils peuvent s'exprimer en parlant. Il aurait été mieux, et puis en tant que républicain, je pense que davantage, le risque de ce type de comportement, c'est de désagréger la citoyenneté. Parce qu'on ne se sent plus citoyen quand on n'arrive pas à s'exprimer, à donner son point de vue, ayant les mains nues. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pourquoi je dis, par antagonisme, on ne peut pas mélanger les deux situations. Maintenant, revenons à votre question. Vous savez, l'ambassade du Cameroun, c'est le Cameroun en miniature. Et il faut condamner ce type d'acte. Parce que il y a plusieurs façons de faire pour manifester son mécontentement. Un jour de travail à l'ambassade n'est pas fondamentalement lié aux individus. Il peut y avoir des dossiers en cours pour plusieurs types de personnes. Il peut y avoir des dossiers à orientation, par exemple, médicale. Il peut y avoir plusieurs types d'urgences. Et donc, ceux qui prennent l'initiative d'aller perpétrer ces casses, j'estime qu'ils sont déviants. La déviance est une forme d'expression sur le plan juridique, sur le plan sociologique, je veux dire. Et la déviance, c'est être hors norme. Pourtant, il y a plusieurs types de manifestations. Par exemple, l'approche corporatiste. Aujourd'hui, avec la véhémence des réseaux sociaux, on a vu comment les informations dans les réseaux sociaux ont participé à changer une approche, aussi bien en termes de paradigme qu'en termes de comportement. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc, ceux-là pouvaient utiliser plusieurs types de canons. Mais aller casser une représentation diplomatique est essentiellement condamnable parce qu'en tant que républicain, personne ne peut tolérer cela. Lorsque on arrive à toucher l'ambassade, ça veut dire qu'on se touche à nous-mêmes. Et donc j'estime pour ma part que ce comportement est pas normal, est répréhensible. Et ceux des Camerounais qui l'ont perpétré, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup d'autres voies. Et c'est ce type d'actes qui font en sorte que, par inférence, par effet d'imitation au Cameroun, lorsque vous tentez juste de donner un avis, on vous brime pour tuer le mouvement dans l'œuf parce que on estime parfois que ce qui s'est passé ailleurs, on ne doit même pas permettre ça. Pourtant, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc je dis, pour répondre à votre question, il est important de condamner ce qui s'est passé et que les Camerounais qui l'ont perpétré utilisent d'autres voies parce qu'après tout, il s'agit de l'image de notre pays. Nous ne sommes pas dans un vase clos. On a vu des pays qui ont eu des situations pires que les nôtres, mais n'ont pas eu besoin d'aller casser les ambassades. Là, je suis péremptoire là-dessus. C'est une approche à revoir. Docteur Maître Corentin Ndungue, les traitements n'ont pas été les mêmes de ces cas. Parce que pour le cas de la diaspora, ces Camerounais accusés d'avoir occasionné des casses là-bas ont été libérés. Ceux du Cameroun, ces jeunes qui ont marché, ont été interpellés, sont toujours entre les mains de la police, peuvent ne pas être libérés.
est-ce qu'on doit conclure que finalement, pour le cas de la diaspora où des Camerounais ont quand même commis des cas assez graves, ils ont été libérés, il y a une certaine adhésion ou complicité des pays d'accueil, de leur pays d'accueil. Sinon, comment expliquer qu'ils n'aient pas été interpellés, arrêtés, conduits en cellule, ou alors que des procédures judiciaires n'aient pas été ouvertes? Merci Claude. Il faut d'abord faire un distinguo entre la démocratie et les libertés conçues par les Européens et cette même démocratie est appréciée par les pays africains, notamment le Cameroun. Alors, la privation de liberté devrait être l'exception. Cela veut dire que si vous commettez une infraction, sauf en cas de crime, et que vous avez un domicile connu, que vous avez des possibilités de représentation, on ne devrait pas vous priver de liberté. Parce que jusqu'à ce qu'un juge se prononce pour vous déclarer coupable, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. C'est sacré en droit. Mais contrairement à notre pays, dès que vous manifestez, on considère directement comme si c'était une infraction. La solution, c'est de vous priver de liberté. Mais est-ce que cette privation de liberté résout le problème? Au fond, je crois que la réponse, c'est non. Je crois que les pouvoirs publics sont dans une logique qu'on appelle en droit international la guerre préventive. La guerre préventive voudrait dire que celui qui est en face de vous n'a rien fait. Mais vous anticipez. Vous avez peur du risque de son comportement et vous déclenchez une guerre. C'est exactement cela qu'on essaie de répercuter au niveau national. Les manifestations sont là, c'est reconnu par la Constitution camerounaise, c'est reconnu par les traités internationaux, mais les pouvoirs publics se disent, si on les laisse, ils vont aller jusqu'où? D'où forcément la répression. Mais parce que je ne comprends pas, quelqu'un qui manifeste à main nue, en quelle manière il devient un danger pour la République? Surtout pour aller voir des audiences, puisque même si les audiences sont publiques, la loi prévoit également des cas où on peut ordonner le huis clos. Il peut s'agir des questions de mœurs, il peut s'agir des questions de troubles à l'ordre public, il peut également s'agir des questions... Mais dans ce cas, c'est le tribunal ou bien la cour qui constate et ordonne le huis clos. Ce n'est pas le pouvoir administratif, c'est-à-dire le préfet qui décide sur un coup de tête qu'on ne va pas aller assister aux audiences. Et je l'ai dit et tout à l'heure, je le répète, la publicité des débats judiciaires, c'est un principe sacré en droit. C'est à partir de là que le peuple fait confiance à la justice. C'est à partir de là que chacun sait comment la justice sera rendue au moment où lui-même sera dans des problèmes. Donc, si on essaie de banaliser la justice de la sorte, parce qu'on a peur d'un ennemi qu'on ne connaît pas, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, avant même la publication de la décision finale, il y a certaines personnes qui avaient déjà donné la sentence, la décision. Pareil pour la liste des candidats retenus par le Conseil électoral. Tout à fait. Cela veut dire que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, l'arbitre fait partie du jeu. Et on doit éliminer un adversaire qu'on considère comme redoutable. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi empêcher aux gens de marcher? Pourquoi les arrêter? J'ai même suivi, j'ai lu tout à l'heure, qu'il y aurait, parmi ces gens arrêtés, une dame avait un bébé d'1 mois qui se trouve en garde à vue. Est-ce qu'on a pensé, c'est-à-dire à l'avenir de cet enfant qui est encore en train de téter? À un moment donné, il faudra qu'on mette nos égos de côté, qu'on mette cette volonté d'ascension politique à tout prix et à tous les prix, et d'inculquer en nous le social. Qu'est-ce que cette femme fait en garde à vue? Une femme qui partait faire son marché. Ça, c'est les informations. Je ne suis pas proche du dossier, mais ça, c'est des informations que nous avons clanées de l'année de part et d'autre. Mais si ça s'avère que c'est une femme qui partait faire son marché au petit matin et qui s'est retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment, et qu'on le place en garde à vue administrative, ça n'a pas de sens. Et surtout que, à un moment donné, je me pose la question de savoir, à la fin de la journée, parce que rien n'est éternel,
Parfois, il y a des problèmes qui nous dépassent, nous les humains, et Dieu lui-même, parce que je suis chrétien, Dieu lui-même prend en charge et résout ce problème. Est-ce qu'on aura donc le courage de se regarder en face demain et de se pardonner et de se dire, voilà, tel acte que nous avons posé, si on te faisait exactement la même chose, comment tu te sentiras? Est-ce que tu as des frères? Est-ce que tu as des sœurs?